dans cet épisode d'Ajaj Podcast. Je suis ravie de t'avoir enfin, parce qu'on n'arrivait pas à caler ce fameux interview, mais on y arrive. On finit par y arriver avec la discipline et la détermination. Merci d'avoir accordé à ce petit moment-là pour partager un peu ton expérience. Donc, je te laisse, comme je fais avec chaque invité, te présenter rapidement en 30 secondes comment tu t'identifies, comment tu te présenterais aujourd'hui, ce matin, le vendredi 26 avril 2024. C'est qui Hella? Et après, on va un peu parler un petit peu de ton expérience entrepreneuriale et d'autres sujets. Eh ben, écoute, vraiment ravie d'être avec toi aujourd'hui, Sarah. Hyper cool, en tout cas, de m'avoir invitée. Et en me présentant en 30 secondes, donc moi, je suis Hella, je suis CEO et cofondatrice de Palm. Et notre mission, c'est d'accompagner les entreprises à gagner la guerre des talents, à se transformer pour pouvoir fidéliser et développer leurs collaborateurs et réduire le turnover. Et sinon, moi, je me définis comme une entrepreneure citoyenne du monde. Moi, je suis arrivée en France à l'âge de 20 ans avec un parcours plutôt pour mes études. Et puis, finalement, la vie a fait que je suis devenue entrepreneur aujourd'hui. Mais très attachée à tous les sujets autour du monde du travail, de l'impact, de la diversité, de l'inclusion et tous ces beaux sujets autour de l'entrepreneuriat au féminin. Top. Ça a toujours été le cas ou tu t'es découvert à travers Palm? Non, j'ai toujours été assez sensible à ces sujets à la fois de women empowerment, de diversité. Effectivement, quand on arrive en tant qu'étudiante à l'âge de 20 ans, bah forcément, on a toute la vie devant soi, mais aussi avec plein d'inconnus, plein d'appréhensions. Et je pense que ouais, ça te drive de façon peut-être un peu différente que quand tu es dans ta zone de confort entre guillemets. Ça c'est le premier point. Et puis évidemment en étant entrepreneur avant d'être entrepreneur, moi j'étais à la fois dans le monde du conseil, à la fois avant en école d'ingé, et j'ai vu qu'il y avait pas assez de femmes partout où je suis passée. Je sais pas si c'est les choix que je fais qui font que je croise pas beaucoup de femmes, mais en tout cas voilà, j'ai senti qu'il y avait pas beaucoup de femmes là où je suis passée. Donc forcément ça crée une forme d'engagement et de volonté d'agir aussi. Ok, top. Donc, ingénieur, tu as fait tes études, tu es arrivé en France pour continuer. Juste petit flashback, Hella, en tant qu'enfant, est-ce que tu avais une ambition, un rêve, quelque chose qui te tenait à cœur de faire quand tu étais toute jeune, ado? Je pense Un que rêve un peu fou? ouais, je pense que j'ai toujours voulu être entrepreneur. Enfin, bah, j'ai Non. jamais vraiment monté de projet ni de boîte, mais je pense que j'ai toujours eu le drive à la fois commerce, business, même Parce si mes que tes parents parents, de part de tes parents, de ton éducation? non, mais pas du tout. C'est pour ça que j'ai tout de suite rebondi en disant non, non. Moi, j'ai mes parents qui ont été salariés toute leur vie dans le même environnement. Non, je sais pas. Je pense que c'est un truc que j'avais en moi. Et voilà, j'aime beaucoup les sujets également où on peut avoir de l'impact, on peut exprimer sa vraie nature, sa vraie personnalité. Voilà, c'était juste choses, je pense, qui sont importantes pour moi. Et du coup, tu savais qu'un jour ou l'autre, tu feras ça, en fait? Non. Peut-être, non? Non, je le savais pas, mais tu vois, avec le recul, quand je me remets un peu dans mes baskets, quand j'avais peut-être 10 ans, oui, je me souviens de moi en train de jouer à des jeux où je vendais des choses, j'achetais des choses, il y avait de l'argent dedans, tu vois. Donc, Ok. Business oriented dès l'âge de 10 ans. C'est top, c'est top. exactement. T'as une chance, c'est clairement quelque part dans tes gènes quand même. Bah, Euh, certainement, écoute, certainement. et c'est quoi, du coup, le premier projet, mini-projet, micro-projet que t'as lancé? Il y en a Ça eu date de quelques-uns. quand, de quoi?
Ouais, il y en a eu quelques-uns. Il y en a eu un qui était avec un ami où on voulait créer une école d'apprentissage de la langue arabe Ok, pour soit, tu vois, des jeunes qui avaient envie d'apprendre l'arabe pour des personnes à la fois soit françaises, soit d'origine qui avaient aussi envie d'apprendre l'arabe dans un contexte vraiment purement apprentissage de langue qu'on ok, n'arrivait pas à trouver à l'époque sur le marché. D'ailleurs, je me souviens, ça s'appelait Loura. Et ouais, c'était mon premier. C'était une association. Hein, il n'y avait pas de but lucratif derrière, mais c'était d'avoir encore une fois de l'impact, de répondre à un besoin. Ça, c'était un premier truc. Après, et j'ai ça travaillé. aboutit à quoi? Bah, Ce on avait des classes qui tournaient, on avait des professeurs qui donnaient des cours, on avait commencé à créer une petite communauté OK. d'élèves. À Paris? Ouais, à Paris. OK, cool. Trop Exactement. bien. Et puis Mmh. après j'ai eu envie de créer autre chose, une plateforme qui permettait de mettre en relation des consommateurs et des consommatrices pardon, avec des instituts de soins, de bien-être à des Mmh prix mh. accessibles. Et puis après effectivement est venue l'histoire de Palm que je vais te raconter plus tard. OK, 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 OK. Et du coup et ça, tu faisais, j'imagine, en parallèle avec, ton salariat, ton travail de Ouais, consulting ou autre, exactement. que tu faisais. Et du coup, tu étais dans quel domaine dans le consulting? Moi, j'ai travaillé pendant 9 ans dans le conseil en stratégie et en organisation, dans 6 OK. ans chez EY, OK, où OK, OK. j'ai Donc c'était effectivement un j'étais peu, transverse, tu touchais un peu à tout, exactement, exactement. En fait, sur des sujets plutôt d'organisation, de process, de change management, de people. OK, OK, OK. D'où, j'imagine, l'intérêt pour le people. Exactement, exactement. Tu te rappelles, c'est quoi le trigger? C'est quoi le truc que tu dis, c'est peut-être ça, où je dois me lancer, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand est-ce que le basculement? Est arrivé. Bah, écoute, je me souviens, j'étais, sur une mission pour un acteur américain qui avait fait l'acquisition d'une boîte française Mmh mh. et donc voilà, moi je faisais partie de l'équipe qui accompagnait, ce grand projet, de fusion et on devait travailler sur 3 piliers. Donc il y avait l'aspect organisation, donc quel est le nouvel organigramme de cette fusion, de cette nouvelle entité. Il y avait un sujet process, donc où l'idée c'était de vraiment d'harmoniser les processus entre les deux entités pour en tirer le meilleur et pouvoir opérer la nouvelle organisation de façon très optimale, très efficace. Donc là, ça passait par des workshops où on faisait venir les équipes d'ingénieurs d'un côté comme de l'autre et on essayait de créer les nouveaux operating models tout simplement. Et puis il y Mmh avait mh. une dimension people. Et c'est là où c'était compliqué, parce que à chaque fois qu'on voulait comprendre finalement qui sait faire quoi, qui a envie de faire quoi, qui peut faire quoi, donc en gros ça revient aux compétences. En fait, il y avait pas l'info. On ne pouvait pas trouver cette info de façon, à la fois agrégée, consolidée, Bien sûr. harmonisée et surtout à jour. Mmh. Et je me disais: «Mais il y a un vrai problème, au niveau des équipes, RH et des entreprises pour ne serait-ce que valoriser ne serait-ce que comprendre, les Collaborateur. expertises, de leurs collaborateurs et c'était juste assez frappant. Incroyable. Et du coup, vous avez fait quoi comme solution? À part que tu as eu l'idée, du coup, qui s'est déclenchée que toi, mais je suis curieuse, c'était quoi le parce que moi, je suis sur des sujets de fusion et d'acquisition en ce moment, moi personnellement. Bah, écoute, il faut appeler Palm, mais sinon au-delà de l'aspect vente au-delà de l'aspect vente, bah, en fait, forcément, tu te débrouilles avec Excel, hein. Enfin, il y a pas de mystère. Tu prends des Excel, tu essayes de les agréger. Le tour, des ressources, des interviews, Ah oui, j'imagine et tout ça? exactement, exactement Ouais. et c'est extrêmement chronophage, consommateur de temps et très frustrant. Mmh. Mmh. OK. Et du coup, 9 ans passés en conseil, à quel moment tu te dis que c'est bon, c'est la bonne idée, je lance, enfin, qu'est-ce qui fait que le fait de découvrir le problème, tu commences à réfléchir dessus? Comment Ouais. c'est quoi le process de création?
Mmh. Enfin, de passer de l'idée au business, du coup. Au business, ouais, ouais, bien sûr. En fait, c'est jamais facile de se lancer dans l'entrepreneuriat. Je sais pas si tu as eu d'autres échos et d'autres feedbacks comme ça quand tu es salarié et que finalement tu as ton rythme, ton petit confort Bien sûr. au quotidien. C'est toujours un peu compliqué de se dire bah, je vais vers l'inconnu. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Est-ce que ça va marcher? La peur de l'échec aussi. Est-ce que c'est le bon moment? Tu sais, on a toujours un peu tendance à se dire Bien sûr. est-ce que c'est le bon moment? Et encore plus pour les femmes, je trouve. Ouais, bien sûr, Que nous, on évidemment. a des gros freins, je sais pas, de la part de la construction culturelle, sexuelle, toute la construction sociale qu'il y a autour. Mmh, mmh, Et mmh, en fait, on se retrouve vraiment à se mettre des bâtons dans les roues nous-mêmes déjà. mmh, exact. Je trouve que les hommes, ils se posent beaucoup moins de questions avant de se lancer. Si tu peux partager un peu un petit comparatif, vu que tu es vraiment dans le woman empowerment et tout ça, je pense que t'as dû voir ce... Oui, il y a pas mal d'études effectivement sur le sujet. Il y a eu une étude récente qui a été faite par Willa et Moi, je je sais connais l'association, oui, là. ouais, et par, je pense, le cabinet Roland Berger, et en fait, qui disait que 0%, moi ça m'a choqué, c'est 0% des femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat se lancent par ambition, par conviction, par envie. C'est-à-dire que c'est plutôt, en tout cas selon l'étude, c'est souvent parce que en fait on se retrouve un peu contrainte, on Mmh. se serait face à une condition, une situation de contrainte qui nous Mmh. poussait à entreprendre. Je trouvais ça extrêmement interpellant en termes d'études. Il y a aussi des sujets autour, comme tu le disais, les femmes se lancent plus tard, les femmes effectivement ont besoin de valider un certain nombre de gates, tu vois, genre être déjà mariée, avoir déjà sa maison, avoir déjà son poste, avoir déjà bossé X années. Euh, Évidemment, encore une fois, c'est des généralités, hein, on ne prend pas Mmh mh. tous les cas Bien un peu sûr. différents. Et voilà, ce type d'études moi, je disais, ben, en fait, moi, quand je suis arrivée en France et j'étais en école d'ingé, on était très peu de filles et très peu de Mmh. femmes dans ma promo. Et je suis mais vraiment consternée de constater qu'aujourd'hui, quasiment 15 ans après, ben, en fait, il y en a de moins en moins des jeunes femmes qui font des parcours scientifiques, des parcours dans la tech, des Dans parcours la dans les tech. écoles d'ingé. Et c'est un vrai problème. Et il faut absolument, je pense, se mobiliser pour que les jeunes filles d'aujourd'hui deviennent les leaders de demain, qu'elles n'aient pas de contraintes, de biais décisionnels, de biais cognitifs qui potentiellement les pousseraient à se dire je suis pas faite pour ça. Pareil, tu vois, j'ai pas les chiffres, mais il y a énormément de statistiques qui démontrent aujourd'hui que, par exemple, ne serait-ce qu'en école primaire, Mmh. les, les maîtresses et les maîtres d'école vont induire de façon évidemment pas de façon qui est pas volontaire, hein, involontaire, des billets dans les esprits des garçons et des filles. Par exemple, ils ont constaté que les garçons prenaient plus la parole que les filles dès Mmh. la primaire. Moi, c'est stat, mais moi, je suis maman, j'ai une fille et un garçon, et je me dis, je voudrais que tous les deux parlent Autant. autant, si ce n'est ma fille plus que son frère, tu vois. Ouais. Pareil, ils disent que, en fait, typiquement dans les choix d'orientation, l'environnement à la fois familial, mais aussi scolaire, pousserait les filles à ne pas choisir des filières scientifiques. Mmh. Mmh. Maintenant qu'on dit ça, c'est une réalité et Ouais. malheureusement, moi, j'ai en tout cas le sentiment, mais c'est pas qu'un sentiment, il y a beaucoup d'études qui le démontrent aussi, c'est plutôt en décroissance. Et c'est dommage parce que c'est vrai qu'on se retrouve là dernièrement, ça en est sorti, que tu te trouves avec de la tech et des algorithmes faits pas que par des hommes, du Oui, coup qui sont pas toujours adaptés à notre réalité, nous, qui est un oui, petit peu différente par moment. complètement, complètement. Donc oui, est-ce que
Et du Mmh. coup, tu te trouves un peu victime de cette tech réfléchie pour les hommes finalement, et par les hommes. Ah, ouais, mais pas que, pas que. On reste positif. Pour et par. En fait, non, c'est involontaire, pareil, ok. Mais ça existe. Ok, Mmh. ok, ok. Et du coup, et du coup, oui, tu me parlais de tes peurs et tout ça. C'est quoi la plus grosse peur qui te hantait avant de te lancer? Moi, je pense qu'une des peurs, quand on veut se lancer à son compte, c'est, je sais pas si c'est la peur de l'échec, mais c'est la peur de, en tout cas pour moi, c'est de décevoir, tu vois? Parce que tu fais un pari, tu prends des risques, tu embarques avec toi tes proches, et Ça qui peut marcher comme ça peut ne pas marcher. ouais, c'est ça, exactement. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Et d'ailleurs, très souvent, on dit que ça marche quasiment jamais du premier coup. Donc forcément, quand tu assembles un petit peu toutes les stats et toutes les convictions que d'autres entrepreneurs ont pu avoir sur l'entrepreneuriat, forcément, tu te dis, ben, si j'y arrive pas, est-ce que je vais pas être déçue? Est-ce que je vais pas te décevoir? Est-ce que je vais pouvoir retrouver un boulot, tout simplement, Mhm. hein. Enfin, ça va jusqu'à ces considérations, voilà. Et c'est quoi ta sauce secrète? Qu'est-ce que t'as fait? T'as foncé tête d'abord? Je pense Euh, qu'il y a à un pas de moment, sauce je pense que oui. secrète. Ouais, voilà, il y a pas de sauce secrète. Je pense à un moment donné, moi j'étais à un moment de ma vie où je me disais: «Ben, c'est soit maintenant, soit jamais» et Mhm. hem et au pire, ça marche, tu vois? Enfin, au pire, ça marche, tu vois? Ça Et marche, c'est ça. Ou ça marche. Soit ça marche, soit ça marche. c'est ça, tu vois? Au pire, ça marche. C'était pas ta première expérience, parce que quand même, t'as fait deux, trois trucs, même si c'était du non lucratif et tout ça. Pour moi, ça reste vraiment des expériences entrepreneuriales Génial. pour entrepreneuriales, pardon, Ouais. entrepreneuriales Mmh. qui nous donnent un peu où mettre le curseur et sert à cette clairvoyance un petit peu, en tout cas, de l'entrepreneur. Ouais, mais je pense que, moi j'ai pas, je suis encore, jeune entrepreneur aussi, hein, donc j'ai encore plein de choses, j'ai appris énormément, mais j'ai encore plein de choses à apprendre, donc je sais pas si j'ai, des formes de conseils ou de tips. Tout ce que je sais, c'est que, toutes celles et ceux qui, à un moment donné, ont, réussi, et après il faut qu'on définisse quand même c'est quoi la définition de réussir. Mhm, bien sûr. Mais en tout cas, qui selon eux se sont accomplis et ont réussi quelque chose, ben forcément ils ont à un moment donné osé, ils ont dépassé leur peur, ils ont dit, ils ont pu éteindre, tu sais, ce warning qui clignote De dans ton doute et cerveau, de peur. et de doute et de peur qui te dit bah non, tu peux ne pas y arriver, tu vas pas y arriver, tu vas pas perdre ton temps, tu vois. Bah, voilà, à un moment donné, on se dit juste, ben ok, on n'a qu'une vie. Si c'est très important pour moi, bah, il faut que je me donne, en tout cas, les moyens de tester. Let's do it. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, il y a une citation que moi j'aime bien, pour revenir à la notion de réussir. Bah, entreprendre, c'est déjà réussir en fait. Ne serait-ce que de dépasser tout ça, c'est un accomplissement personnel que je trouve assez dingue. Et une fois qu'on a débloqué ça, bah, je pense que ça débloque plein d'autres freins. Tout est Ouais, gagné déjà. ouais, exactement, exactement. Donc c'est ça ta définition de la réussite aujourd'hui? Je Ou elle a évolué? Non, je pense que la réussite, c'est vraiment de se sentir, aligné, d'un point de vue, à la fois pro et perso, de se lever le matin et de se dire: «Ben, je fais quelque chose d'utile, et je fais quelque chose qui me plaît». Je pense, ouais, c'est ça, je dirais. Alors, on passe à Palm alors. C'est quoi la solution Palm? Si tu peux nous la décrire un petit peu, je pense que tu l'as pitché 36 000 fois. Mais ça évolue, j'imagine. Ça continue à évoluer tous les jours. Mmh. C'est quoi la solution? Qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui? C'est quoi votre marché? Ouais. Alors, en fait, Palm, en tout cas, chez Palm, nous, notre conviction, c'est que le marché du travail, est en train de changer de façon assez structurante, que, les façons dont on recrutait, dont on gérait les talents, il y a ne serait-ce que 5 ans, ne sont plus du tout valables aujourd'hui, et que les entreprises, les équipes RH doivent se réinventer pour continuer à attirer des talents,
pour continuer à les développer et à les fidéliser parce que tout Mhm. simplement, elles ont aussi un enjeu business et que s'il n'y a pas les people, il n'y a pas le business derrière. Bien sûr. Et en fait, nous, on s'est rendu compte que le monde du travail n'est plus basé sur les rôles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, on s'est typiquement quelqu'un qui a fait du commerce, bah oui, il a développé des compétences en développement commercial, mais dispose d'un portefeuille de compétences et de capacités qui sont tellement énormes que c'est ça qu'on va aller chercher demain dans les talents. Aujourd'hui, les compétences ont une durée de vie qui est de plus en plus faible. Et Ouais, la vraie compétence, c'est est-ce que j'ai la capacité de me développer, de continuer à apprendre. Et c'est ça, notre vision, c'est que la compétence aujourd'hui est la nouvelle monnaie du monde du travail. Et nous, on aide les entreprises à mettre en place des approches de management par la compétence de leurs collaborateurs pour les aider à se développer, pour les fidéliser et les accompagner dans une trajectoire de carrière qui soit la plus personnalisée, mais aussi la plus épanouissante possible pour eux. top. Donc, vous vous définissez vraiment en tant qu'acteur actif dans la transition du travail, en fait. Si je peux comprendre ça comme ça, en fait, Oui, c'est en ça. termes de, parce que Vision. comme tu dis, le travail, il évolue vachement. Mm. Et même les modalités de travailler, même aujourd'hui, les jeunes, ils ont moins envie de faire des CDI, ils sont plus sur du freelance, des choses comme ça. Donc, il y a plein de transformations qui sont en train de s'opérer de part de l'évolution super rapide du monde en général. Mm. Et du coup, ça se reflète sur le monde du travail. Et du coup, on est tiré par la compétence et en fait, on va aller du coup chercher plus aussi du soft skills que du hard. Les deux, les deux, les deux, bien sûr, les deux, parce que les entreprises ont un devoir d'accompagner leurs collaborateurs dans le développement de leurs hard skills. Ben, c'est ce qui permet de Mhm. délivrer le business, tout simplement. Hein. Et en même temps, il faut qu'on développe nos compétences comportementales, nos compétences managériales. Et ça, pareil, ce sont des compétences qui évoluent. Les méthodes d'apprentissage évoluent, il faut que les entreprises évoluent également. On ne peut plus utiliser les méthodes d'il y a 20 ans pour gérer des people qui ont 20 ans. C'est plus possible. Des Generation Y, Ouais, Generation Z. exactement, exactement. Je pense que oui, ça change vachement. Est-ce que, est-ce que vous vous confrontez à des résistances au niveau des clients, des entreprises, est-ce qu'il y a des chocs en termes de votre vision et un peu la Bien sûr, résistance de la façon de fonctionner habituelle bien Parce que vous sûr. êtes vraiment sur un truc plus agile, du coup, ça me rappelle un peu le Reinventing Organization. Je sais pas si tu as lu le livre, Exactement, que ouais, absolument. j'adore. Un livre Et, assez culte. et du coup, enfin, j'imagine tellement que, en fait, il parle dans le Teal Organization, il parle de la disparition de la job description. Ça Ouais, n'existe plus et on est en ouais, fait dans une sorte de transversalité et tu te mets là où tu veux. Même le CEO d'ailleurs, il a plus ce rôle de CEO vraiment bien et il sûr. peut s'intégrer dans d'autres projets de l'entreprise et tout ça. Comment Ouais, tu complètement. peux commenter ça? Effectivement, le constat aujourd'hui, c'est que voilà, le monde évolue, le monde du travail évolue, les attentes générationnelles évoluent, mais pas à la même vitesse que les évolutions des process dans Mhm. les entreprises. Forcément, bah, tout ça s'accompagne aussi d'appréhension de ne pas maîtriser, d'appréhension de ne pas pouvoir faire. Et les conséquences à tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on a des taux de turnover qui sont hyper élevés dans les entreprises. Les équipes RH n'arrivent plus à suivre ce rythme effréné, en permanence en train de recruter parce qu'on éteint les feux et finalement, on n'arrive pas à travailler sur les sujets qu'ils aiment bien, hein, qui sont comment j'accompagne mes collaborateurs, comment je les aide à se développer, comment je fais de l'humain. Et les potentiels, j'ai envie de dire, freins ou objections, c'est plutôt est-ce que je ne vais pas pouvoir gérer les attentes ou les demandes de mes collaborateurs.
Est-ce Mhm. que ça va pas à un moment donné susciter beaucoup trop d'attentes et donc forcément de frustration de la part des collaborateurs de se dire bah en fait oui il y a plus de job description, bah si demain tu veux bouger à droite à gauche c'est tout à fait possible. Oui, c'est une réalité. Après, est-ce que la solution, c'est de ne rien faire? Je ne pense pas, parce que ça coûte encore plus cher de ne rien faire. En Mhm. revanche, effectivement, il faut cadrer tout ça. Il faut pouvoir l'accompagner, il faut aussi se lancer à un moment donné, parce que le plus tôt sera le mieux pour l'entreprise. Et ça doit s'accompagner de process, ça doit s'accompagner d'outils, ça doit s'accompagner d'accompagnement. Et tout ça, effectivement, c'est notre mission chez Palm, c'est de débloquer ces quelques verrous qui peuvent être des verrous d'aide à la décision pour les équipes RH et les directions également. Ok, et comment j'aimerais parler un peu de la solution tech, parce que là j'ai vu qu'il y a peut-être de l'AI intégré, nécessairement, on est dans l'ère de l'IA. Mm. Euh, enfin, c'est quoi peut-être les grandes étapes par laquelle la solution elle a été construite, juste pour avoir une sorte Ouais. de timeline globale pour voir comment tu as amené comme j'ai dit, enfin, de l'idée à la concrétisation technologique. Oui, écoute, oui, en fait, Palm, c'est le fruit de 3 années de R&D en IA et en Ah HR. ouais, Donc, c'est long quand avant même. de lancer, ouais, oui, 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 avant de lancer la solution sur le marché commercialement, on a bossé un peu en chambre. On a bossé sur un modèle de produit, de mise en relation d'experts avec des clients qui nous a quand même permis de développer le produit, de développer la tech, l'IA, et aussi accessoirement de générer du revenu. Mhm. Et effectivement, on est passé par plein d'étapes, plein de phases de développement. Évidemment, quand on met de l'IA dans des technologies, c'est pas de l'IA qui est intelligente tout de suite. Moi, j'utilise Bien souvent sûr, il l'image des faut. enfants. Il faut lui apprendre en fait à devenir intelligente. Et il faut passer par une étape d'apprentissage humain. Et ça, c'est une réalité et on ne peut pas y échapper. Et donc, nous, effectivement, au début, on avait nos algos et on était les petits humains derrière la machine à entraîner, à prendre des décisions. Et il y a l'enregistrer, enregistrer. Et à un moment donné, effectivement, on était capable d'avoir un algorithme et plusieurs algorithmes d'ailleurs, qui étaient capables de donner des réponses, des prédictions qui étaient cohérentes avec le modèle qu'on avait envie de mettre en place sur le marché. Top, top. Et du coup, c'est sur le marché depuis? Septembre 2021. Ok, donc là, Deux quasiment ans et trois demi. ans. Ouais, quasiment 2 ans et 3 ans demi. Mm. bientôt. Top, 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 top. C'est qui vos clients aujourd'hui? Vous êtes uniquement en France? Comment ça se passe d'un point de vue étendu géographique? Oui, alors en fait, nous, on est basé effectivement à la fois en France, mais on a une partie de notre équipe tech qui est basée au Maroc. Nos clients sont principalement en France, mais pas que. On accompagne principalement des entreprises entre 250 collaborateurs et 5000 collaborateurs, donc vraiment des ETI, des PME, des scale-up, qui ont des forts enjeux de croissance, de développement et donc forcément des forts enjeux RH, qui sont présents dans plus de... nous, on a aujourd'hui des équipes, des talents qui utilisent la solution dans plus de 20 pays. Énorme, Mm. énorme, énorme. Ouais, parce qu'en fait, vous profitez de l'étendue Ah oui, des entreprises exactement, ailleurs. Je exactement. sais pas avec qui j'ai parlé de ça récemment, mais ouais, ok, je vois. Donc en fait, on est indirectement internationalisé. C'est ça, c'est ça. Exactement. Quels sont les challenges aujourd'hui de Palm et du secteur là que tu essayes de traiter, je dirais, par votre solution aujourd'hui? Oui, bah, en fait, nous, Deux les ou trois gros challenges. bah, c'est toujours un peu comme toute activité et comme tout business, c'est le business.
Mhm. Le cash forcément, hein, Ouais, ouais. le cash is queen, j'ai envie de dire. Voilà, c'est un peu continuer à se développer, à accompagner de plus en plus d'entreprises, à convaincre des équipes RH, à changer aussi un peu le move du marché des solutions RH. Voilà un peu nos enjeux là sur les prochaines semaines, prochains mois. Ok, et comment tu vois du coup le futur du travail en général avec tout ce qui se passe, avec l'émergence de l'IA, la place de l'être humain du coup face à des IA qui vont faire plein de choses Mm. à côté. Comment tu vois cette évolution peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, alors que peut-être que ça va arriver beaucoup plus rapidement que ce qu'on imagine. Ouais. C'est quoi tes insights par rapport à ça? Bah, en fait, ce qui est hyper intéressant avec le contexte actuel et je pense les années à venir, c'est que autant les candidats, les talents se sont appropriés et vont continuer à s'approprier l'usage de l'IA. Aujourd'hui, on a tous une fenêtre de chat GPT ouverte dans notre navigateur parce qu'on lui pose plein de questions et c'est un peu notre assistant personnel qui nous fait Virtuel. gagner beaucoup de temps. Mais pas que. Aujourd'hui, il y a des IA, typiquement, dans le monde du travail, qui, tu leur mets juste ce que tu veux faire, ton CV, et en fait, l'IA va te rédiger un CV personnalisé, va candidater à ta place pour, je pense même pas 70 $ par mois. Et elle va scroller tout le web, trouver, dès qu'elle trouve une offre d'emploi qui correspond à ce que tu sais faire et ce que tu veux faire, bah, elle va candidater pour toi. Il y a même aujourd'hui des IA qui passent les entretiens à la place des candidats. Enfin, on est déjà dans le monde de demain. Hein. C'est même pas le monde dans 10 ans. C'est déjà le cas aujourd'hui. Ah ouais, Et ça devient dangereux là. ben, dangereux, non. Moi, j'ai envie de dire, il y a deux façons de voir les choses. C'est soit de se dire, c'est génial d'avoir des talents qui s'approprient les technologies de leur époque, Mhm. soit de se dire bah ok ils sont dangereux en effet et qu'est-ce que je fais, enfin tu vois c'est deux paradigmes qui sont différents mais je pense Mhm. que l'un va avec l'autre et l'un ne va pas et ne pourra plus aller sans l'autre. Sur l'autre. Franchement, et en plus, de l'autre côté, c'est pour ça que vraiment l'idée de se dire que les entreprises et les équipes RH doivent vraiment aussi monter en puissance sur l'usage de ces technologies, euh, Mhm. parce que c'est en train de transformer leur métier, c'est en train de transformer les métiers de l'entreprise et ça va continuer à être le cas sur les prochaines années. Franchement, celui ou celle qui sait comment l'IA va changer le monde du travail dans les 2, 3, 5 prochaines années tient une clé incroyable. Mais je pense que personne ne sait en réalité. Pas de boule magique. Exactement, pas de boule de cristal magique qui prédit l'avenir. Moi, j'ai juste une conviction sur le sujet qui est, le monde du travail va continuer à changer, va continuer à être distribué, va continuer à être complètement hybride. Euh, euh, et que la technologie va changer notre rapport au travail, notre rapport à l'entreprise, notre rapport au monde aussi, et que il faut vraiment s'approprier tout ça le plus vite possible, sinon on va être dépassé. Clairement, la machine avance beaucoup plus rapidement que nous, comme tu Ouais. dis, ou comme Mm. les grosses machines, surtout dans les entreprises et tout ça. Même nous, en tant qu'individus et particuliers, je dirais, Ouais. il y a tellement de choses qui sortent tous les jours que tu te dis, j'arrive pas à suivre, quoi. Exactement. Ouais, ouais, complètement, complètement, complètement. Ok, ok, ok. Et c'est quoi ton ambition aujourd'hui, là, pour Palm? En fait, notre ambition avec Palm, c'est de devenir un leader du monde de gestion par la compétence. Et mon petit rêve, j'ai envie de dire personnel, c'est de faire partie des premières femmes issues de la diversité qui créent une boîte globale et qui est drivée par les valeurs de la diversité, de l'inclusion, de l'impact, de l'égalité des chances. Voilà, Mhm. ça, Ça c'est existe là déjà des gros acteurs ailleurs ou comment comme c'est le Palm, marché un peu aujourd'hui? sur le. Ouais, comme Palm, ouais, Oui, vraiment il y a, il y la a, il gestion y a par la compétence.
Il y a des acteurs effectivement à la fois aux US. Aux US, il y a effectivement un ou deux acteurs en France, mais on n'est pas exactement sur le même positionnement et la même proposition de valeur. Mais Mhm. comme toujours, ces boîtes sont créées, cofondées, dirigées par des hommes. Évidemment. Donc il est temps que ça change. Clairement, 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 clairement. Ok, 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 ok. Un jour difficile dans l'aventure Palm que t'aimerais partager, une anecdote, Je pense que c'est un jour sur deux. tous les jours, Ouais, quelque ouais, chose qui est particulièrement, qui peut être à la fois compliqué à vivre au moment où tu l'as vécu, mais là, avec du recul, c'est plutôt marrant ou drôle ou. Bah, en fait, franchement, j'en ai plein des exemples parce que vraiment, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ou en tout cas moi, ce que je pensais avant d'être entrepreneur, vraiment l'entrepreneuriat, c'est plus de difficultés et d'emmerdes que de succès. Vraiment, hein. C'est le Bien sûr, matin, notre job en tant qu'entrepreneur, en tant que CEO, c'est de résoudre des problèmes. C'est vraiment de tout le le monde, de tout le voilà, monde, du tout. exactement, exactement. Et bah forcément, ben, tu vois, des journées comme ça, tu en as des journées qui sont hyper sympas parce que tu vas célébrer des gros wins, une levée, un recrutement, un nouveau partenaire. C'est top et c'est des petites victoires ou des grandes victoires qu'il faut savoir fêter, Bien sûr. célébrer parce que c'est Mhm. ça qui nous donne l'énergie pour continuer à avancer, et ben parce que le reste du temps quand même c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Ok. Et comment tu arrives à trouver du coup ton équilibre? J'ai entendu là, t'as deux enfants, t'as une famille, t'as une entreprise, une start-up du coup, et qui demande, les deux du coup demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. C'est quoi ton équilibre aujourd'hui? Ah là, si on peut le partager juste En pour. fait, ouais, je pense que mon équilibre vient d'abord du fait d'accepter que ça ne peut pas être parfait. Donc ça, tu vois, c'est de complètement Clairement, clairement. déculpabiliser par rapport à ça. On est évidemment, enfin, des trucs assez classiques, mais limite, j'ai même pas besoin d'en parler. C'est beaucoup d'organisation, d'anticipation, ainsi de suite. Mais vraiment, moi, j'ai un petit principe que je m'efforce vraiment d'appliquer, c'est le temps de qualité. C'est-à-dire que quand on est là, on est là. Quand tu vois, c'est que ce soit au boulot d'ailleurs ou en temps perso. Et Enfin, ça, la séparation du coup, vraiment. Par séparation, je moment. sais pas, parce que tu peux vraiment pas en tant qu'entrepreneur, tu Ouais, vois, séparer penser tout le en fait, temps à ton couper en truc. deux, ça marche pas. Mais c'est le temps de qualité, tu vois, c'est de se dire, bah là, j'ai une fenêtre de temps où je vais travailler sur un sujet de façon hyper concentrée. Et c'est cette attention qui est, je pense, importante. Mhm. En tout cas, moi, c'est comme ça que je trouve mon équilibre. Après, il y a chacun, évidemment, et chacune trouve son équilibre de façon complètement différente. Il faut juste être à l'aise. Ce que je disais au début, c'est vraiment d'apprendre à se dire, ça ne peut pas être parfait parce que l'être humain n'est pas parfait, et fort heureusement, et rien n'est parfait. Il faut juste trouver un équilibre qui te convient et qui te permet d'être à l'aise, d'être OK. Mhm. Et comment, je sais pas si t'as déjà, je pense que tu dois travailler dessus ou au moins réfléchi sur, comme tu disais, c'est tout plutôt dans l'interview, c'est comment encourager et et, heu, et je dirais persuader ou convaincre Ouais. plus de femmes du coup à se mettre dans la tech et aussi sauter le pas de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu en penses toi? Alors en fait, moi je pense que, comme je le disais tout à l'heure, on peut à un moment donné avoir envie de faire autre chose, d'expérimenter, voilà, d'expérimenter de l'entrepreneuriat. Et le plus important, c'est pas forcément de se dire, ben j'attends le moment où je vais être prête et je vais avoir ma checklist et je me dis tout est ok, parce que je pense que ce moment peut ne jamais arriver parce que la vie nous réserve plein d'histoires et de surprises. Je pense que l'idée, c'est juste à un moment donné de se dire si vraiment
c'est quelque chose qui fait sens pour moi, qui va m'aider à m'accomplir, à me Mhm. sentir bien, dans peut-être, tu vois, quand j'aurai 70 ans et que je parle à la jeune femme que j'étais à 25 ans, 30 ans ou 40 ans, et que je lui dise, ben, j'ai regretté de ne pas l'avoir fait. Je pense Mhm. là, si on se dit quand j'aurai 70 ans, je vais le regretter, je pense qu'il faut y aller. Il y a une étude de Harvard en plus par rapport à ça, de dire qu'est-ce que vous regrettez le plus. Bah, il disait les choses qu'on n'a pas faites ou. Bah ouais, c'est ça. Voilà, donc je pense que c'est juste de se poser la question, de se dire bah j'essaye et puis au pire ça marche. Ok, ok, alors, bah écoute, merci beaucoup pour ce partage, un peu Mm. ce panorama sur Palm et sur un peu l'univers ressources humaines avec son évolution Mm. actuelle. Euh, je vais passer un peu à quelques questions à la fin que je pose un peu à tous mes invités. C'est quoi, est-ce que tu as quelque chose que tu as appris l'année dernière, enfin une croyance ou une habitude ou un comportement que tu as adopté qui a fait un sacré changement pour toi, positif? C'est une super question. J'adore cette question. Du coup, je vais aller réécouter tous tes podcasts. Comme ça, je prends tous les. Euh, une habitude. J'aime beaucoup cette question. Je pense qu'il y en a plein. J'essaie de réfléchir à celle qui me paraît être la plus pertinente. Ou évidente aussi pour toi, parfois il y a des choses évidentes pour nous, mais pas pour les autres. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que il y a c'est pas une, enfin c'est pas une habitude, mais c'est quelque chose que je continue encore et toujours à travailler. Mais c'est tu vois la capacité de résilience et de ne jamais abandonner. Ça veut dire quoi? En fait, dans la vie de l'entrepreneur, dans la vie tout court, les portes ne s'ouvrent pas toujours facilement. D'ailleurs, ce matin, je regardais une vidéo là-dessus qui parlait tu vois, de plein de personnalités connues dans l'histoire, Mhm. tu vois, Walt Disney, Elon Musk ou d'autres, qui ont tenté mais des centaines et des centaines de fois avant que ça marche. Bien sûr. Et je pense que ça, c'est une forme un peu de muscle qu'on entretient Mhm. et qui peut voilà, transformer plein de Comme, déceptions, de comme non. Bernard Tapie, j'ai adoré la série, Exactement, cette ouais, complètement. résilience-là de Voilà, se je relever pense à chaque fois. exactement et je pense que c'est ouais, c'est un sport. C'est un sport, de malgré D'endurance. d'endurance, ouais, c'est ça et tu sais, malgré les non, se relever et continuer quand même. Ok, top. Qu'est-ce qui te fait lever tous les matins? Hem, Ce qui me fait lever tous les matins, c'est la mission qu'on a avec Palm, vraiment. C'est, quand on a les retours de nos clients, qui, trouvent que la solution, leur apporte, de la valeur. C'est l'impact potentiel, l'impact qu'on a aujourd'hui, mais l'impact potentiel qu'on peut avoir demain sur le quotidien professionnel de milliers, voire de millions de personnes. Voilà, moi je me dis, ça peut être hyper cool. Top. Le pire conseil qu'on t'a donné? Je pense, j'en ai pas de pire conseil. Euh, Je pense que à chaque fois que on m'a donné des conseils, c'était forcément dans un contexte qui était approprié. Je pense que j'ai eu certainement la chance, mais peut-être c'est parce que c'est mon côté très optimiste, qui voit toujours le côté positif des choses. J'ai rencontré plein de personnes qui m'ont toujours encouragée. Moi, je dirais que le pire feedback qu'on ait pu me faire et qu'on fait certainement que plein d'autres personnes font à plein Mhm. d'autres entrepreneurs, mais ça marchera jamais ton truc. Et ça, Mhm. c'est le pire truc à dire à un entrepreneur. Et moi, j'en ai fait, du coup, on forme un peu de challenge, tu vois, où je me disais, bah toi, tu m'as dit ça marchera pas ton truc, mais je vais te prouver que ça va marcher. Et tu sais, c'est Montrer des trucs que que j'ai ouais. imprimés dans ma mémoire
Et à chaque fois que j'ai un coup de down, je me dis: «Mais à lui, je vais lui prouver que ça va marcher. À elle, je vais lui prouver que ça va marcher». Ça fait un petit coup de boost, Exactement. pied au cul. Exactement. Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui, là? Ça peut être lié à ton job ou en général. Qu'est-ce qui te donne de l'inspiration? Moi, ce qui me donne vraiment de l'inspiration, c'est tous les échanges que je peux avoir avec plein tu vois, notre échange aujourd'hui, c'est hyper intéressant. En fait, c'est vraiment, moi, je suis très drivée par l'échange humain et toute interaction humaine me donne de l'énergie et me donne de la force et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Ton pire ennemi? Ça peut être une habitude, ça peut être, Pire, moi, ce que j'aime pas, c'est vraiment les décisions ou les interactions qui prennent trop de temps. Je suis impatiente et donc tout ce qui prend trop de temps, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Moi, j'aime quand c'est vif, quand ça avance, quand c'est dans le mouvement. Et ouais, tout ce qui est Tu as développé un peu de patience là quand même avec ton entreprise et tes enfants. Forcément, tu développes de la patience, mais il faut que ce soit en mouvement, tu vois. Stagner, ça, j'aime pas. Ouais, ok. J'aime pas, je pense. Un conseil que tu aurais aimé avoir avant de commencer, avant de te lancer en tant qu'entrepreneur ou une idée ou un insight que tu aurais aimé avoir qu'on pourra partager du coup avec les entrepreneurs to be qui vont nous écouter. Ouais. Comme je le disais tout à l'heure, je sais pas si je peux donner comme ça des conseils parce que c'est vraiment l'entrepreneuriat est une Par rapport à ton expérience, bien sûr. Ouais, c'est cette histoire personnelle, c'est tu vis le truc, t'apprends en marchant. Moi, en tout cas, ce que je retiens de ma petite expérience d'entrepreneur et de toutes les interactions que je peux avoir avec d'autres entrepreneurs, c'est vraiment être en permanence en train d'apprendre que l'entrepreneuriat n'est pas un long chemin tranquille où dès qu'on espère quelque chose, on l'obtient. Il y en a qui sont plus chanceux que d'autres et qui arrivent à avoir ça facilement et rapidement, mais je pense que ça reste très, très minoritaire. Mais sinon, le reste du temps, c'est du boulot, c'est de la discipline et je pense que ouais, c'est ça que je retiens, en tout cas là, de ce que j'ai pu vivre et pour la suite. Top. Quelque chose que tu aimerais partager dont on n'a pas parlé pour faire le wrap-up? Non, écoute, je pense qu'on a abordé tous les sujets que j'aime bien, Donc, on a fait un super tour de tout ça. Ouais, on voulait pas être trop long, tout en étant to the point et pas dire, comme tu dis, trop des choses qui servent à rien. Oui. Et je pense que ça peut être super intéressant pour les gens qui se projettent soit dans le domaine de l'RH, soit d'entreprendre en général. Oui. Et j'espère que ton expérience va illuminer, éclairer un petit bout une étincelle quelque part chez quelqu'un. Et moi, c'est ce qui me motive aussi à faire ce podcast. Donc, merci beaucoup, Hala, pour ton temps, ton partage et ta transparence. Merci, Sarah, pour l'invitation. Merci beaucoup, Hala. Ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci, prends soin de toi et à très vite. نتمنى يكون هذا الكونتوني يعجبكم وتبارطاجيوه مع اي واحد اللي يقدر يستافد من هاد المواضيع ديال الانتربرونيا اللي كنبارطاجيو في عجاج بودكاست. غادي نتسنى الفيدباك ديالكم في لي كومونتير واي ملاحظات تقدر تعاوني باش نحسن من لا كاليتي ديال البودكاست. وفينالمون واخا هاد البودكاست كاين هذه 3 سنين القناه يلاه بدات، دونك نتمنى التشجيع ديالكم بالابونمون وبالبارطاج. نشوفكم في الحلقه الجايه.